je m'appelle Amadou Sow, mais tout le monde me connaît sous le nom de Adou Sow. Je suis informaticien de formation à la base. J'ai fait un changement de carrière, on va dire, pour m'orienter vers les finances. Et cela en même temps que j'ai découvert les finances digitales. C'est vrai que l'intérêt grandissant sur les crypto-monnaies a suscité beaucoup mon imagination et je me suis intéressé de très près aux crypto-monnaies il y a de cela 3 ans à peu près. Et depuis lors, ça a coïncidé avec une formation que j'avais commencé en finance, un master, un MBA. Et je me suis inscrit dans une formation en ligne sur la finance digitale. Donc au croisement de l'informatique et de la finance, vous rencontrez la finance digitale et cela m'a beaucoup intéressé. Une compréhension assez personnelle et que la crypto-monnaie est basée sur une technologie que l'on appelle blockchain. Et la finance digitale existe déjà depuis très longtemps. Lorsque vous faites un virement bancaire, un paiement par carte de crédit, vous êtes déjà dans l'ère digitale de la finance. La crypto-monnaie est une autre brique qui vient s'ajouter à cet ensemble de fonctionnalités. C'est une monnaie décentralisée. Donc aujourd'hui, dans le système bancaire traditionnel, l'information de qui détient quelle valeur et quelles sont les transactions faites hormis du cash, donc les transactions faites électroniquement, cette information est au niveau des instituts bancaires et éventuellement des banques centrales des différents États ou groupements d'États. Pour la crypto-monnaie, l'information est au niveau de personnes individuelles comme vous et moi qui utilisent ce qu'on appelle des nœuds de réseau de cette crypto-monnaie. Aujourd'hui, avec votre ordinateur personnel, vous pouvez avoir un nœud. Et c'est là où se trouve une copie, comme aux différents nœuds de ce réseau. Tout le monde a la copie de toutes les transactions qui ont été effectuées dans cette monnaie. Pour être plus précis, pour être plus clair, on va prendre l'exemple du Bitcoin. Aujourd'hui, la chaîne de blocs de Bitcoin qui est assez longue et qui demande une puissance de calcul assez élevée. Cette chaîne, il y a énormément de personnes et d'instituts, de privés qui ont une copie de cette chaîne dans leur infrastructure. Donc l'information n'est plus au niveau des instituts bancaires, mais elle est accessible à tous. Pas forcément. Lorsqu'on parle de crypto-monnaie, il y a également le terme crypto. Certaines crypto-monnaies, car aujourd'hui, vous et moi pouvons créer notre propre crypto-monnaie. Mais les principales crypto-monnaies utilisées dans le monde aujourd'hui conservent tout de même cet anonymat et permettent d'avoir des transactions sécurisées avec un niveau très élevé étant donné du contexte et de préserver justement l'information qui détient quelle valeur aujourd'hui. L'information peut être détenue au niveau de plusieurs nœuds, c'est ce qui permet de faire fonctionner le système. Mais cependant, ça ne veut pas dire que l'information est transparente et visible et décryptible par tous. Aujourd'hui, vous pouvez détenir un parchemin crypté sur un papier, donc vous ne savez pas le décrypter, mais le fait que vous ayez ce parchemin et que d'autres personnes aient exactement la même copie de ce parchemin permet de s'assurer que tout le monde a l'information. Si vous perdez le vôtre, une autre personne a l'information. Aujourd'hui, si vous voyez les systèmes bancaires traditionnels, une banque de taille raisonnable va avoir des copies de sauvegarde de toutes les informations qui se trouvent sur ces serveurs, car ce sont des prérequis pour pouvoir avoir le droit d'exercer en banque, des plans de continuité d'activité et de reprise d'activité. Il faut que l'information puisse être récupérée de manière fiable, intègre et d'autres critères. Pour le cas des crypto-monnaies, il n'est pas possible de centraliser et qu'une seule personne détienne toute l'information, qui est-ce qui a fait la transaction. Cela ne fonctionnerait pas vraiment très bien. L'idée, c'était vraiment de se détacher du modèle centralisé et d'avoir aujourd'hui cette information répartie au niveau de plusieurs nœuds. Donc disons que vous avez 100 personnes qui utilisent une crypto-monnaie. Si vous avez 20 personnes qui ont des machines assez puissantes pour conserver une copie de toutes les transactions qui ont été faites, donc ces 20 personnes seront des nœuds de cet écosystème. Mais cela ne veut pas dire qu'elles peuvent lire chacune des informations. Je reviens sur le parchemin crypté. Elles ont chacune
une copie de la chaîne qui est cryptée, et maintenant lorsqu'une nouvelle transaction se fait, il y a des mécanismes qui permettent de rajouter à la chaîne, à la suite de cette chaîne, la nouvelle transaction. Donc il y a un historique qui s'est construit, et cet historique est détenu par plusieurs acteurs de l'écosystème. Je ne répondrai pas en disant comment on utilise le franc CFA. Je pense que naturellement, instinctivement, vous savez qu'une crypto-monnaie, c'est une valeur qui permet d'acquérir un bien ou un service. Et c'est la même manière globalement, en théorie, pour les crypto-monnaies. Maintenant, dans le fonctionnement, on va dire, plus détaillé, à un niveau de fonctionnement plus détaillé, vous savez qu'aujourd'hui, il existe très facilement plus de 200 crypto-monnaies la dernière fois que j'ai consulté. Cela remonte à quelques mois, peut-être que ça a augmenté ou ça a baissé. Comme je vous l'expliquais au début, chaque personne peut créer une crypto-monnaie. Maintenant, comment est-ce que cela va être utilisé? Cela va dépendre du dispositif qui a été mis en place pour pouvoir acquérir cette crypto-monnaie. Si nous prenons l'exemple du Bitcoin, il y a plusieurs manières d'acquérir le Bitcoin. Vous pouvez l'acquérir au niveau de plateformes d'échange de valeurs, donc exchange. Et ces plateformes vous permettent, soit avec d'autres crypto-monnaies ou bien avec une carte Visa et des monnaies fiduciaires, de pouvoir faire un échange comme vous faites un échange de valeurs lorsque vous faites du change de monnaie fiduciaire. Une autre manière est de participer en tant qu'acteur au niveau de l'écosystème et de conserver une copie de la chaîne, de la blockchain, et de faire ce qu'on appelle le mining. Le mining, c'est une méthode qui permet de sécuriser un peu l'inscription de nouvelles transactions dans la chaîne. Donc vous ne m'avez pas posé la question tout à l'heure, mais nous avions parlé très brièvement de sécurité. Tout le monde a une copie de la chaîne. Comment maintenant est-ce que cette copie se met à jour lorsqu'il y a une nouvelle transaction? Le mécanisme est un peu complexe, mais c'est ce qui fait un peu la robustesse et la fiabilité de la blockchain. Il y a une compétition qui est ouverte, et grâce à la puissance de calcul de chaque ordinateur présent dans cet écosystème, un participant va trouver en premier la résolution d'une équation et permettra à ce participant de gagner des bitcoins en échange de sa contribution. Les autres participants vont également terminer l'équation, donc il y aura une vérification pour être sûr qu'il n'y a pas eu de fraude, qu'une personne n'a pas inscrit une fausse transaction. Il y aura une vérification que le plus grand nombre ait trouvé le même résultat. Donc c'est pas évident à expliquer, mais je vous invite à consulter des vidéos simulation très claires, très bien expliquées, où vous verrez avec des images et avec de l'animation vidéo comment se passe la maintenance et la progression de la blockchain en réalité dans l'écosystème du Bitcoin. C'est une question également qui peut amener plusieurs réponses, mais on a vu au courant des dernières années la valeur du Bitcoin passer de quelques cents en dollars, donc en dessous de la valeur du dollar US, passer à 2000 $, puis à 20 000 $, et aujourd'hui redescendre jusqu'à 4000 $. Parce que c'est, on va dire, une nouvelle technologie, et parce qu'également il y a pas mal de spéculations autour de cette nouvelle technologie, et des spéculations de très grands acteurs du monde de la finance même, la valeur est très fluctuative. Cela rappelle un peu l'histoire de la bourse à New York, où avant qu'il y ait un certain nombre de régulations en jeu, il y avait beaucoup de spéculations et malheureusement de pratiques qui permettaient à des personnes mieux renseignées et mieux, on va dire, dotées en capital, de pouvoir jouer sur les valeurs des actions boursières de manière un peu déloyale et injuste par rapport à d'autres acteurs. Il est vrai que ça se passe, en tout cas aujourd'hui pour le Bitcoin. C'est difficile à prouver, mais il y a pas mal d'articles, si vous suivez régulièrement la presse autour les informations autour des crypto-monnaies, il y a pas mal d'articles qui relatent de mouvements
très inhabituelles de très grande valeur. On parle de centaines de millions de dollars sur des acquisitions qui se sont faites à des moments vraiment pas très cohérents. Et en suivant un peu les traces, parce que la blockchain est publique, on se rend compte qu'il y a potentiellement des personnes qui se sont enrichies très rapidement grâce à ces phénomènes-là. Alors, Wari est plutôt un système de transfert d'argent. Par contre, Orange Money, on peut parler de monnaie électronique dans le cas où des personnes ont ce qu'on appelle, je cherche une bonne traduction en français, mais ont ce qu'on appelle un moyen de stocker des valeurs, comme un portefeuille électronique. Donc il y a la notion de stocker des valeurs. Aujourd'hui, pour Wari, vous ne pouvez pas dire que vous avez 500 000 francs en Wari. Vous avez transféré à une autre personne 500 000 francs, mais elle doit récupérer ce montant normalement dans des délais, je pense, assez courts. Orange Money, vous avez un compte client qui est rattaché à une banque de la place qui est la B6. Donc la valeur que vous avez sur Orange Money, elle est également en CFA. Donc c'est une monnaie fiduciaire. Et la différence avec cette monnaie électronique, la différence entre cette monnaie électronique et le Bitcoin par exemple, qui est une crypto-monnaie, est que la valeur déjà de la monnaie électronique Orange Money est rattachée à une monnaie fiduciaire, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin, qui a sa propre définition, on va dire, sa propre unité, merci. Et l'autre point est que aujourd'hui, la valeur que vous possédez en compte Orange Money, c'est Orange qui détient cette information et la partage éventuellement avec les autorités telles que la Banque centrale. Alors que pour le Bitcoin, si vous achetez des Bitcoins, vous pouvez autant être le seul à savoir combien de Bitcoins vous possédez grâce à ce qu'on appelle le cold storage ou bien stockage à froid. Ça veut dire que vous achetez des Bitcoins sans dévoiler forcément votre identité. Vous récupérez la chaîne qui permet de confirmer qu'à cet endroit précis de la blockchain, vous avez effectué cette transaction qui vous a permis d'acquérir ces Bitcoins. Vous copiez ça, vous pouvez même l'imprimer sur un papier et garder dans un coffre. Et aucune banque, personne ne détient cette information à part vous. Et le jour où vous voulez récupérer cette information, il vous suffit d'aller sur une plateforme d'échange et d'utiliser ce code, cette clé de hachage, pour maintenant proclamer la valeur que vous aviez dans la chaîne Bitcoin. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pour cela qu'il y a un peu cette fluctuation et qu'on peut aujourd'hui estimer la valeur du Bitcoin par rapport au dollar US. Encore mieux, si vous vous connectez sur Google aujourd'hui, vous avez cet outil de conversion sur Google qui convertit différentes monnaies qui existent dans le monde, et les crypto-monnaies, ils sont depuis un certain nombre d'années. Vous avez par exemple la conversion même entre le Bitcoin et le franc CFA. Si vous tapez sur Google conversion Bitcoin franc CFA, vous aurez une petite calculatrice qui vous permet de connaître pour un montant donné en Bitcoin l'équivalent en CFA. C'est une question encore ouverte. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le facteur du coût des opérations, le facteur de l'accès à la monnaie électronique et peut-être d'autres facteurs auxquels je ne pense même pas. Mais par rapport au coût, on a vu il y a un peu plus d'1 an qu'en Afrique de l'Est, il était très courant pour des commerçants qui commandaient des quantités assez énormes de différents matériaux ou de biens en Chine, d'utiliser le Bitcoin. Au lieu de passer par la banque où les temps de traitement étaient très longs, on demandait beaucoup de documents pour prouver la nature d'origine des fonds et leur usage, et aussi le coût, donc les commissions étaient assez élevées. Donc comme dans ces pays, ils étaient un peu plus en avance que nous, donc en Afrique de l'Est, sur l'échange entre leur monnaie et le Bitcoin, ces commerçants préféraient acquérir des Bitcoins et les transférer sans aucun frais aux homologues chinois. Donc ils avaient des coûts
d'acquisition du Bitcoin. Il y a un taux très minime qu'il faut compter sur les plateformes d'échange. Et à partir de là, ils pouvaient transférer et faire en moins de 30 minutes le transfert et récupérer donc le reçu pour pouvoir acquérir au bien. Le succès qu'a eu le Bitcoin montre la piste vers laquelle peut-être il va falloir s'orienter pour tout ce qui est échange de valeur dans le futur. C'est une piste, mais ce n'est pas encore la solution complète. J'ai lu récemment une étude qui comparait le nombre de transactions possibles dans un réseau tel que Visa ou Mastercard. Ce nombre de transactions était supérieur de l'ordre du millier, donc par rapport au nombre de transactions possibles sur les bitcoins en une seconde. Et on a comparé cela au nombre de commandes passées sur Amazon uniquement aux États-Unis dans une seconde. Le nombre de transactions faites sur Amazon dépasse déjà la capacité du Bitcoin dans une seconde ou bien dans une minute. Donc le Bitcoin n'est pas du tout approprié pour remplacer la monnaie fiduciaire et les outils de finance digitale utilisés avec la monnaie fiduciaire. Les outils tels que le transfert électronique, les paiements par carte et des transferts d'argent comme Wari. Cependant, on a d'autres crypto-monnaies qui se sont penchées sur cette question et qui travaillent à avoir des temps de transaction beaucoup plus courts et un volume de transactions à la seconde beaucoup plus élevé. Ça ne résoudra pas tous les problèmes liés au basculement vers la monnaie crypto-monnaie, mais ce sont en tout cas des tentatives et des pistes qui sont en train d'être explorées. Peut-être pas le Bitcoin encore une fois, peut-être une autre crypto-monnaie, mais lorsqu'on parle d'énergie, il y a cette question d'accès à l'énergie à différents niveaux. Au niveau des institutions qui stockent ces informations, donc on a vu que pour les instituts bancaires, ce sont les banques qui vont stocker l'information et c'est au niveau des banques qu'il va falloir garantir une énergie quasiment en continu. Donc aujourd'hui, pour un établissement bancaire, pour pouvoir s'établir dans la zone UEMOA, parce que bon, c'est la zone que je maîtrise le mieux, il y a des critères très stricts exigés par la Banque centrale de sécurisation des serveurs qui détiennent l'information, d'accès aux serveurs et au système de la Banque centrale, de transferts internationaux SWIFT. Donc tout ce défi énergétique est un peu transféré au niveau des banques. S'il y a une coupure Senelec pendant 48 heures, vous pourrez tout de même normalement continuer à faire vos opérations bancaires car les banques sont équipées pour cela. Au niveau de l'utilisateur maintenant, si on ne parle plus du système bancaire mais d'outils électroniques pour l'usage des monnaies digitales telles que Orange Money ou Wari, il va falloir qu'au niveau des opérateurs Wari, qu'ils aient cette garantie d'accès de continuité de fourniture d'énergie. Et ce n'est pas le cas. Si vous avez une panne totale de 48 heures de la Senelec, n'importe quel boutiquier du coin vous dira « Ah, je n'ai pas de courant, je ne peux pas vous faire de Wari ». Pourtant, Wari a peut-être de l'énergie au niveau de ses serveurs. Au niveau du Bitcoin, vous avez, comme je l'expliquais plus tôt, énormément de participants qui détiennent l'information, ce qu'on appelle les nœuds. Donc le risque est réparti. Et aujourd'hui, ce serait statistiquement plus invraisemblable que tous les nœuds qui détiennent l'information du Bitcoin tombent d'un coup. Une banque, je nommerai pas de banque en particulier, mais une banque qui respecte les exigences de la Banque centrale a au moins une autonomie d'énergie suffisante au niveau de son siège, de ses agences, mais aussi des copies de sauvegarde régulières à intervalles réguliers de toute l'information bancaire, donc le montant détenu dans chaque compte et les transactions effectuées sur chaque compte. Elle a une copie dans des endroits distants qui respectent certaines normes. Il y a des normes géographiques. S'il y a un incident aujourd'hui majeur géographique au Sénégal, il faut que l'information soit disponible ailleurs. On a vu le cas de Haïti. Il y a énormément d'informations, pas seulement dans le milieu bancaire, dans le milieu des ONG, des années et des années de recherche qui ont coûté des millions de dollars de financement, tout a été perdu. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de backup distant hors d'Haïti. On a vu les événements en Côte d'Ivoire. Au moment des événements,
parce que certaines banques n'avaient pas de système qui permettait aux usagers d'accéder à leurs informations bancaires, à ce moment-là, les personnes n'avaient pas accès à leur compte, ne pouvaient pas récupérer de l'argent pour prendre l'avion et sortir du pays. J'ai essayé d'expliquer aujourd'hui les exigences au niveau des banques, d'avoir cette énergie, cette garantie d'accès à l'énergie. Et aujourd'hui au niveau de Bitcoin, d'une crypto-monnaie, cette contrainte n'existe plus vraiment parce que l'information étant répartie, elle n'est plus centralisée en un point, elle est répartie en énormément de points dans le réseau Bitcoin. Aujourd'hui, vous avez par exemple un super ordinateur et vous avez une copie de la blockchain. Une personne à Hong Kong a également une copie, une personne à Haïti, une personne en Malaisie. Donc l'information est déjà répartie naturellement dans les crypto-monnaies. Et le risque qu'une défaillance électrique, qu'un tremblement de terre ou tout autre incident majeur fasse disparaître l'information est statistiquement très infime. C'était intéressant pour moi aussi, ça me permet de me replonger dans le sujet. Il y a beaucoup plus d'informations à partager, je regrette que le temps ait été aussi court, mais j'aimerais bien vous rencontrer en off pour que l'on puisse explorer encore plus la question et vous aider à mieux préparer ce travail que vous êtes en train de faire.